Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Ophélie Roch et Jean-Michel Salvatore pour parler de ce label d'information. On en parle parce que justement l'Élysée a réagi et je reprends ce que disait en substance David Lisnard à l'instant. Il disait que c'était peut-être la preuve que c'était une sorte d'arroseur arrosé de voir que s'il réagit, plutôt que de mettre en image les réseaux sociaux, comme vous le disiez, Ophélie Roch, et les sites qui sont des sites de désinformation, une nouvelle fois, c'est le groupe qui est cité avec CNews, avec les éditos de Pascal Praud, de Philippe de Villiers, de David Lisnard lui-même qui réagit dans une interview dans un autre journal. Bref, on a l'impression quand même qu'on est visé. Et quand on écoute Éric Dupond-Moretti, l'ancien garde des Sceaux, eh bien, il défend Emmanuel Macron sur ce sujet. Et il vise qui ? Il vise CNews. Il y a un Macron's bashing. Moi, je déteste les anglicismes. C'est ça le sujet, c'est à la mode de détester le président. Écoutez, quand on dit sur une chaîne qui serait la première chaîne d'information que CNews, dans la bouche de Monsieur Praud, qui est le phare de la pensée contemporaine, que Macron est le pire chef de l'État depuis Clovis. Alors pourquoi il a choisi Clovis ? Toujours pas la réponse. Mais donc, Madame Pétain compris. Pétain compris. Alors ça, vous voyez, pilonner, vous voyez, vous venez de parler des fauteuils roulants, là. Oui, qui vont être remboursés désormais intégralement. Le zéro à charge, voilà, ce sont des choses qui sont à mettre au crédit du président de la République. Bon, alors, n'en déplaise à Monsieur Dupond-Moretti, CNews est la première chaîne info de France. Voilà, c'est comme ça, c'est dit. Je voudrais qu'on écoute également Joachim Le Floch Imad. Il a critiqué cette restriction de la liberté d'expression. Il était sur Europe 1 ce matin. Cette réduction du périmètre de la liberté va au-delà des seules questions relatives au RN et à la labellisation des médias. C'est aussi la prolifération de dispositifs comme la loi fake news, la loi d'incitation à la haine, les opposants politiques qui sont harcelés sur un plan judiciaire, les journalistes qui sont diffamés, les chaînes qui sont fermées. C'est une tendance très inquiétante. Je constate quand même en une phrase que le macronisme qui a débuté sous l'étendard de la liberté est en train de s'achever dans une régression illibérale quasi sans précédent dans l'histoire récente. Bon, voilà, quasi sans précédent, il a raison. Effectivement, dans l'histoire tout à fait récente, Jean-Michel. Écoutez, moi je trouve ça très inquiétant. Mais c'est très inquiétant. C'est pour ça qu'on en parle. Bien sûr, parce qu'on a le sentiment d'avoir un président qui a perdu le contact avec la réalité, avec le bon sens, avec un minimum de pondération, avec finalement l'esprit démocratique. Il vit dans une réalité parallèle et il s'imagine qu'en instaurant cette labellisation, il va régler un problème qu'il a identifié. Je trouve ça inquiétant. Surtout qu'il s'adresse là à l'une des libertés les plus fondamentales, qui est la liberté de la presse. Et donc là, c'est vrai qu'on peut s'inquiéter, parce qu'on se dit que si il a des idées comme celle-là pour la presse, il peut aussi avoir des idées aussi farfelues sur la guerre en Ukraine, sur l'économie, etc., etc. Donc là, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Et c'est vrai que le tweet qu'il a posté tout à l'heure, va dans le même sens, c'est-à-dire que là, il est piqué, et finalement, il persiste dans l'erreur, et d'une certaine façon, dans l'absurdité et la folie. Mais c'est une réaction de monarque. C'est une réaction de monarque... Oui, mais personne ne lui dit à l'Élysée, Emmanuel, on pourrait peut-être arrêter, c'est peut-être pas une bonne idée. Tu vois bien quand même que les arguments qui sont présentés... Vous savez comment ça se passe à l'Élysée ? Oui, vous êtes allé voir ? C'est la cour, oui. Bon, voilà. Pas tous les jours. Vous avez tout dit. Moi, je trouve que c'est surtout une démarche en fait de démocratie qui finalement regarde beaucoup vers les totalitarismes, parce que finalement, quand on regarde les pays qui appliquent encore d'une certaine manière cette censure, c'est quand même l'URSS, ça fait bien longtemps qu'elle avait disparu, mais depuis 2017, Poutine a remis ça au goût du jour, et puis le Venezuela aussi, c'est-à-dire que finalement, on a l'impression que la démocratie, elle ne supporte tellement plus finalement d'avoir en son sein des discours contradictoires, qu'on dirait qu'elle est nostalgique des régimes totalitaires. C'est-à-dire que finalement, vous voulez avoir une image démocratique, mais en même temps, vous dites, mais ça alors, la Chine, ils sont plus forts là-dessus. Oui, ils sont plus forts là-dessus. Les régimes totalitaires ont une force que certaines démocraties n'ont pas, mais par contre, on a une grande force que les régimes totalitaires n'ont pas. Et on a vraiment le sentiment qu'on est en train, progressivement,
d'avoir des dirigeants politiques qui se disent que non, décidément, le peuple, ça va pas vraiment là où il souhaite aller, et qu'il y a peut-être une solution à trouver du côté en fait des régimes qui sont un petit peu plus autoritaires. Jean-Michel. Moi, il y a une chose qui m'inquiète également, c'est que je me demande si en fait il essaye pas de chercher un prétexte pour interdire d'une façon ou d'une autre CNews. Je trouve incroyable. Ça, c'est la question sous-jacente qui mérite d'être posée, en effet. C'est pas la première fois qu'elle est posée, mais... Parce que quand vous y réfléchissez, le fait d'avoir accepté que C8 cesse d'émettre, quand on y pense, c'est incroyable d'avoir... Mais c'est totalement incroyable. C'est incroyable. Bon. Et quand vous regardez le résultat, et quand vous regardez les audiences des chaînes qui ont remplacé CNews, alors que C8 était la première chaîne de la TNT gratuite en France, c'était une chaîne qui était suivie, je ne me souviens plus des chiffres, mais par 1 ou 3 millions de Français, c'était une chaîne que les gens aimaient énormément, avec Hanouna, etc. Et on la remplace par une chaîne que plus personne ne regarde. Et d'ailleurs, les chiffres ont été publiés la semaine dernière, c'est une chaîne qui fait 0 d'audience. Bon. Et là, on se dit, bon, ok, il a eu C8, est-ce que l'étape suivante c'est CNews? Et comme c'est plus compliqué d'interdire une chaîne d'infos, est-ce que là il ne cherche pas un prétexte pour qu'un comité Théodule nous explique que cette chaîne ne respecte pas ensuite, les règles de la démocratie? Le comité Théodule, qui est indépendant, a dit, donc, voyez. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que si ça va commencer par CNews, puis après il y a certains éditos dans le Figaro qui gênent évidemment le président, il n'y a qu'à écouter nos chroniqueurs Vincent Trémollet-Villers et Alexis Brézet qui viennent tous les matins un jour sur 2 chacun. Après, on va peut-être attaquer les Échos parce que il y a aussi certains éditorialistes qui viennent, etc. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les Français, où est-ce qu'ils vont s'informer? Ils vont s'informer dans la presse étrangère, parce que la presse française sera muselée, ne pourra plus rien dire, il n'y aura plus de liberté d'expression, il n'y aura plus de pluralisme, parce que le comité Théodule dont vous avez parlé, Jean-Michel, très justement, on va dire que ça oui, ça non. Et évidemment, il y aura l'actualité de France, ce qu'il y a de vrai. Je dis souvent sur Europe 1, on dit la vérité. Eh ben, on ira chercher, parce qu'aujourd'hui c'est facile. À une époque, l'époque de RTBF, de la RTF, c'était difficile d'aller chercher tous les jours son journal en Belgique ou en Suisse ou dans les pays francophones ou aux États-Unis. Et ben aujourd'hui, on regardera les chaînes étrangères. Peut-être on regardera Fox News, peut-être qu'on regardera d'autres chaînes où on se dira, bah tiens, voilà ce qui se passe en France. Bah oui, c'est comme les sondages. Souvenez-vous, la législation des sondages interdit de publier des sondages les jours d'élection. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les journaux étrangers, les journaux belges, les journaux suisses, qui publient les sondages français. Et il suffit de se brancher sur ces sites-là pour avoir les sondages, les derniers sondages. Bah là, je pense que finalement ça n'ira pas très très loin. Mais je pense que la logique de tout ça, c'est que si il est plus possible d'informer correctement, vous aurez forcément des médias, des journaux et des sites d'information surtout qui seront à quelques kilomètres de la France et qui informeront tels qu'ils ont envie d'informer. Je pense en fait c'est aussi déplacer le problème, parce que regardez la fermeture de C8, finalement c'était qui était visé? C'était Cyril Hanouna en grande partie. Je suis désolé, mais il n'a pas disparu. Cyril Hanouna n'a pas disparu. C'est-à-dire que il est toujours sur la TNT. Il est toujours sur la TNT. Alors il a changé de chaîne, mais c'est oublier que vous pouvez fermer une porte, mais si vraiment il y a de l'audience ou il y a une appétence de la part du public, les gens trouveront un moyen de retrouver. Et la preuve, c'est vous fermez une chaîne, mais finalement vous n'avez pas déplacé. Vous avez déplacé un problème, vous ne l'avez pas éliminé, à ce qui me semble. Donc, je sais pas, je comprends pas très très bien que le président puisse en effet tenir des propos comme ça à l'emporte-pièce, alors même d'une certaine manière, même quand ils essayent d'empêcher les choses, finalement, ils n'y arrivent même pas. Même ça, en fait, c'est un constat d'échec, moi, je trouve. Oui, parce que personne ne demande d'avoir cette labellisation. Vous n'avez pas un mouvement de l'opinion qui dirait c'est pas possible, il faut trouver une solution, etc. Je pense que l'ISNAR l'a très très bien dit. La meilleure des régulations pour les médias, c'est la concurrence. Et là aujourd'hui, vous avez 4 chaînes d'information qui se disputent un gâteau qui est de plus en plus important. Pendant très longtemps, LCI a été première, et puis ensuite BFM. Et là maintenant, on voit bien que c'est CNews qui rafle tout, parce que la ligne correspond à ce que les gens veulent entendre. Donc le marché, ça sert aussi à ça. Ceci dit, je pense que c'est ça aussi qui peut peut-être poser problème, c'est de voir que les chaînes, justement pour exister, chacune adopte une ligne.
en fait. Et que quand vous voulez regarder j'ai presque envie de dire du true crime, vous allez mettre BFM. Quand vous voulez écouter quelque chose sur une guerre anxiogène, vous allez plutôt mettre LCI. Comme vous voyez, donc je pense aussi on aborde tous les sujets. Oui, on aborde tous les sujets, mais c'est comme pour les journaux. Bien sûr que c'est comme pour les journaux. Suivant vos opinions politiques, vous achetez Bien Libé, sûr, Le Monde ou Le Figaro. Pourquoi ça serait pas possible pour la télé? Voilà, mais c'est ça. Le problème, c'est que l'État n'a pas l'air de vouloir assumer le fait qu'il puisse y avoir, en effet, des chaînes avec des identités différentes. Surtout que CNews est une chaîne privée. Et la question se pose sur la pluralité et sur la liberté d'expression et de la liberté d'opinion sur les chaînes publiques. Et d'ailleurs, je crois savoir que l'audiovisuel public a été auditionné, continue d'être auditionné là-dessus. Mais c'est très différent puisque c'est l'argent du contribuable. Donc il faudrait une forme de neutralité qui, sur les chaînes du service public, n'existe pas. Alors que va dire le comité Théodule dont vous parlez, cher Jean-Michel, à propos, je sais pas, d'émissions comme le complément d'enquête au hasard sur CNews? Que va dire le comité Théodule sur certains éditos de Madame Charlotte Vanhoenacker? Que va dire le comité Théodule sur certaines émissions de France Culture où on a relevé effectivement qu'il y avait je sais plus quel pourcentage de chroniques étaient à gauche par rapport à des chroniques qui étaient à droite? Est-ce que le pluralisme existe aujourd'hui dans le service public? C'est une grande question. Quand on passe, parce qu'on n'est pas très loin, les médias, c'est connu, dans Paris, on est tous regroupés plus ou moins dans le sud-ouest de Paris, et il suffit de continuer les voies sur berge en partant d'ici de la rue des Cévennes pour aller au siège de France Télé, et puis vous avez en gros un grand panneau, l'information, ça n'est pas une opinion. Bon, je demande à voir, il faut quand même décortiquer tout ça. Jean-Michel Salvatore. Et là-dessus, moi, alors là, en plus, là, je suis absolument pas d'accord parce que l'information n'est pas une opinion. Enfin, évidemment qu'on ne juge pas d'une information suivant qu'on a des valeurs plutôt que d'autres. Quand vous avez des valeurs de gauche, vous jugez de l'actualité d'une façon particulière. Quand vous avez des valeurs de droite, vous jugez la même actualité, mais d'une façon différente parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc, dire qu'il n'y a jamais aucune opinion dans l'information, c'est totalement faux. Je vais reprendre ce que vous venez de dire. Oui, rapidement. C'est parce qu'en fait, ça, c'est dans notre programme de quatrième, en fait, d'expliquer justement aux enfants parce que je rappelle que vous êtes enseignante. Oui, et ça me fait rire parce que dans le programme de quatrième en français, on doit expliquer normalement aux élèves que il y a l'information d'un côté, il y a l'opinion de l'autre et que les deux ne se rejoignent jamais. Et en effet, ça pose aussi question de dire qu'est-ce qu'on enseigne aussi d'une certaine manière, où on fait comme ça une sorte de séparation forcée entre d'un côté l'opinion et de l'autre l'information.